Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. L'Union, l'un des deux quotidiens qui, avec Gabon Matin, paraît au Gabon, ne s'en est jamais privé. Chaque fois que l'occasion lui en a été donnée, l'un ou l'autre des journalistes qui y officient a toujours trouvé le moyen de faire ressortir dans sa page Société tel ou tel fait renvoyant à tel ou tel acte de générosité commis par tel ou tel personnage gabonais, de premier ou de second plan. Les exemples dans ce sens foisonnent. Nous nous en tiendrons pour l'essentiel à ceci. D'abord celui qui nous est présenté, en cette année 2010, et plus précisément le mercredi 8 septembre, en page 12, dans la page Port-Gentil consacrée à l'éducation clôture des cours de vacances et intitulée « Des trousseaux scolaires aux meilleurs élèves ». VM, qui a produit ce reportage, fait ressortir cet acte de générosité posé par Gabriel Tchango à l'époque des faits, député du 3e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Suivons-le dans la présentation qu'il en fait. Résolument engagé dans la recherche du bien-être des Port-Gentillais en général et de sa circonscription électorale, le 3e arrondissement en particulier, le député Gabriel Tchango a une fois de plus donné la preuve de son engagement en faveur notamment de l'éducation de la jeunesse. Il a offert, lors de la clôture de la 2e édition des cours de vacances gratuits organisés par ses soins dans 2 établissements du 3e arrondissement, les écoles Saint-André et Saint-Paul-des-Bois, une vingtaine de trousseaux scolaires aux meilleurs élèves qui ont particulièrement travaillé avec application. Plus d'1 millier d'élèves du primaire ont, pendant un mois, suivi des enseignements sur les 2 sites choisis à cet effet. Ces cours de remise à niveau avaient pour objectif, au dire du directeur de l'école Saint-André, Léopold Chouirang Mindou, de contribuer à consolider les acquis, combler les lacunes et permettre aux élèves d'aborder la prochaine année scolaire avec plus de sérénité. Ensuite, cet autre acte de générosité qui se déroula en mars 2012, et dont le réalisateur principal fut cette fois-ci, non une personne privée, mais une personne morale, un organisme de bienfaisance, le Club Rotary du Gabon, en l'occurrence. Rapporté dans le numéro du mercredi 7 mars 2012, en page 7, dans la rubrique Société et Culture et intitulé Bienfaisance. Les aliments pour la Maison de l'Espérance, y écrit ce qui suit. Dans la foulée des activités du gouverneur 2011 à 2012 du district 9150, Afrique centrale, en visite au Club Rotary du Gabon, le club Libreville Como a remis, la semaine dernière, des produits alimentaires et d'entretien à l'orphelinat La Maison de l'Espérance, située au PK 12 de Libreville. Une dotation qui a permis à l'orphelinat de bénéficier des produits divers, huile, savon, conserves, lait, sucre et bien d'autres denrées alimentaires. Par la suite, cet autre acte de bienfaisance que retranscrit JKM dans le numéro 10187 du mercredi 28 décembre 2011 en page 8 dans la rubrique Société et Culture et intitulé Arbre de Noël. Un Père Noël nommé Alex Bongo Ondimba. Le journaliste, qui présente les faits, tient ses propos. Comme la plupart des gamins de la planète, les orphelins du sida et enfants vulnérables OEV, pris en charge par l'organisation non gouvernementale ONG Lumière, ont eu droit à des jouets à l'occasion de la célébration de la fête de la Nativité. Répondant aux sollicitudes de Marguerite Bécalé, présidente de Longue Lumière, Alex Bongo Ondimba, secrétaire d'arrondissement du Parti démocratique gabonais PDG, s'est fait un devoir d'offrir vendredi dernier, au carrefour Léonba, un repas communautaire et des cadeaux au OEV. Référons-nous encore à cet acte de générosité, contenu dans le numéro 10559 du mercredi 22 février 2011, en page 11, et intitulé « Œuvre de bienfaisance ». Un préau pour la maternelle Saint-Thomas de Ntoum, que Bébé rapporte dans les lignes suivantes. La maternelle de l'école Saint-Thomas de Ntoum a réceptionné le dimanche 20 février 2011 son préau. Un ouvrage d'une capacité d'une centaine de places destiné aux écoliers, qui disposent désormais d'un espace pour s'abriter en attendant l'arrivée de leurs parents. Une œuvre estimée à plus de 4 millions de francs. Le Lyon Club Bougainvillais, qui a offert ce préau aux jeunes apprenants. Examinons enfin ce cas que nous présente le numéro 11356 des lundis 14 et mardi 15 octobre 2013, page 15, intitulé « Après avoir perdu tous ses biens dans un incendie ». Michel Essong en soutien à Georgette Koumba, et que Rad présente ainsi. Georgette Koumba, une compatriote âgée de 67 ans n'a pas pu retenir ses larmes. Elle qui,
depuis le sinistre dont elle a été victime le 5 septembre dernier, se sentait abandonnée, a reçu samedi dernier le soutien du membre du comité permanent du bureau politique du PDG Michel Essong. Un geste de solidarité qui se traduit par la remise d'une enveloppe, dont le montant n'a pas été révélé. Je n'arrive pas à y croire, je me sentais si seule, a confié Georgette Koumba, fondant en larmes dans les bras de l'honorable Jean-Richard Silong qui, au nom du membre du comité permanent, venait de lui remettre l'enveloppe. L'élu du 1er arrondissement, entouré de plusieurs membres de l'équipe de l'Action, au nombre desquels le sénateur Georgette Opape, après avoir présenté les excuses de Michel Essong, retenu à Libreville par des obligations professionnelles, a indiqué que ce geste traduit de façon tout à fait pratique les idéaux de partage et de solidarité prônés par le chef de l'État. La bénéficiaire, très émue, a remercié le bienfaiteur, reconnu selon elle pour sa générosité et profité de l'occasion pour solliciter à nouveau l'aide de tous. 5 exemples, donc, que nous avons répertoriés parmi d'autres. Limités à eux, ces actes ne permettent pas certes de faire le tour de la question, et donc de circonscrire parfaitement le fait relatif à la générosité liée aux riches au Gabon, mais des faits suffisants qui permettent de se faire une idée du lien que l'on peut établir entre les deux notions qui ont cours dans ce pays. Gabriel Chango, que nous avons cité en premier, n'est-il pas connu comme étant un homme prospère, aisé, à la richesse établie du fait de ses activités dans un certain nombre de secteurs? N'a-t-il pas la réputation, à Port-Gentil essentiellement, sa ville natale et d'activité, d'être un homme d'affaires accompli, qui a réussi le tour de force par sa capacité de travail, par son sens d'organisation, par son ingéniosité, par sa créativité, à amasser des fonds et à figurer parmi les hommes riches du pays? Étant parvenu à ce stade de la société, il ne s'en est donc pas tenu au simple étalage de sa richesse, de ses biens, de sa fortune, encore moins à la simple thésaurisation. Il s'est servi de cette situation sociale pour voler au secours des plus démunis, pour soutenir les couches faibles, pour apporter un mieux-être aux plus défavorisés, en un mot aux pauvres. En d'autres termes, il s'est engagé dans des actes de générosité. D'ailleurs, il ne s'est pas limité à un seul acte. Dans son numéro 11353 du jeudi 10 octobre 2013, en page 14, l'Union en a évoqué un autre acte du même personnage. Sous le titre Education, enseignement catholique. 80 millions pour l'extension de l'école Saint-André, RAD, en effet, écrit ceci. Le démarrage des travaux de construction d'un bâtiment à un niveau, R1, à l'école privée catholique Saint-André est imminent. Le ministre des Eaux et Forêts, Gabriel Chango, a fait l'annonce vendredi au cours de la cérémonie de remise des cartables garnis à plus de 1000 élèves inscrits aussi bien à l'école susmentionnée qu'à Saint-Paul-des-Bois, toutes basées dans le 3e arrondissement, son fief politique. La direction de l'école Saint-Paul-des-Bois a reçu en sus, des mains du membre du gouvernement, un chèque de 3 575 000 francs couvrant les frais d'écolage de tous les élèves de l'établissement sans distinction aucune. Idem de Michel Essong, cet autre dignitaire de Port-Gentil et du Gabon. N'a-t-il pas la réputation d'être un homme au pédigré riche et éloquent? En même temps qu'il occupe les fonctions de conseiller politique auprès de l'actuel président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, après avoir été longtemps membre du gouvernement et proche collaborateur de feu le président Omar Bongo Ondimba, il a réussi à s'investir pleinement dans la gestion d'un groupe, CECAGADIS, à le faire prospérer et à trôner avec succès à sa tête. Idem aussi de tous les autres, que nous n'avons pas cités ici, mais dont l'aisance financière survenue à tel ou tel moment de leur vie, a souvent été mise au service de leurs congénères, non pas pour faire acte de voyeurisme, pour surclasser les autres, pour bomber le torse, mais pour soulager leur peine, pour faire acte de générosité. Il y a plusieurs années, ce furent, entre autres, Zachary Maïboto, Jérôme Okinda, Jean-Pierre Lambumba Le Pandou, Paul Tungi, Marcel Doupambi Matoka, Lazare Digombe, Jean-Rémy Pandi Bouyiki, Jean-Norbert Diramba, Richard Auguste Onouvier, Pierre Clavé Maganga Moussavou, Alfred Mabika Mouyama, Philippe Nzenge Maïla, Blaise Lohembe, Honorine Dosunaki, Paulette Misambo, Ferdinand Moukani Nezamba, Christian Clotaire Ivala, Alexis Mingmois, Angélique Ngoma, Séraphin Mundunga, Alexis Boutamba Mbina. À beaucoup d'entre eux, ne doit-on pas la construction d'infrastructures scolaires, l'achat de tôles et autres matériaux de construction,
la dotation en fournitures, en ordinateurs, en bourses d'études, l'achat de layettes, de médicaments, etc. Aujourd'hui encore, beaucoup parmi eux ont gardé cette vertu première qui fonde leur personnalité, celle d'hommes généreux, prompts à partager, à gratifier leurs semblables de dons de toutes sortes, de manière à réduire leur précarité et même à donner fière allure à leur contrée. Certes, il en est parce que ne disposant plus d'aucune source de revenus susceptible de les faire graviter dans la sphère de l'aisance, ou encore parce que n'étant plus aux premières loges dans les arcanes du pouvoir, alors qu'ils disposent toujours de revenus subséquents qui ne font plus œuvre de générosité. Mais il en est toujours qui occupent encore l'espace social gabonais. À eux peuvent être joints ceux qui font partie de la nouvelle élite politico-administrative, qui ont pignon sur rue et qui ont la générosité chevillée au corps. Il en est ainsi de Juliette Mutsinga, Albertine Maganga Moussavu, Laure Olga Gondjou et surtout Yves-Fernand Manfumbi, familièrement appelé Manf10. Certains font exception à la règle, mais on les reconnaît par leurs atours qui feraient pâlir d'envie plus d'un. Un accoutrement riche, recherché, des véhicules rutilants, des maisons de style hollywoodien construites parfois en des temps records. Pour parler d'eux, outre le terme généreux, des expressions imagées sont souvent utilisées. Gentil, main ouverte, main sur le cœur, des qualificatifs qui ont pour effet de les distinguer des autres, riches aussi mais non généreux, et pour lesquels tout un vocabulaire a aussi été construit. Chiche, avare, pingre, coup de poing, main de singe, peigne afro. En ce XXIe siècle commençant, l'univers gabonais est donc empli de ces personnages qui ont réussi le tour de force d'accumuler grâce aux fonctions qu'ils exercent une certaine fortune et que loin d'amasser tout simplement, de thésauriser, ils mettent à la disposition de leurs congénères et de leurs sociétés respectives pour améliorer non seulement l'ordinaire de leurs semblables, mais également leur milieu social, leur environnement. L'État-providence, celui qui avait la responsabilité de tout régenter, de répondre à toutes les attentes des populations, n'est-il pas considéré dans ce pays comme ailleurs, comme désuet, mort de sa belle mort ? L'État-providence, par définition prodigue et prébendier, est mort, vive l'individu-État. Dans un environnement où les pouvoirs publics ne peuvent plus, à eux tout seuls, car faisant face à une profonde crise, à une situation de quasi-dénuement, régir tout l'univers social, le secours des individus, appelé de tous ses vœux, s'avère toujours d'une prime nécessité. D'où cette attente placée dans la subsidiarité que constituent les hommes fortunés. Une question alors se pose. S'il reste avéré que certaines personnalités mettent à contribution leur avoir pour soulager la misère du grand nombre, pour voler au secours des leurs, plus démunis, et améliorer leur quotidien, en a-t-il été toujours ainsi sous toutes les latitudes ? Autrement dit, en fut-il toujours ainsi dans tous les pays et en tout temps ? Pour répondre à cette question, nous nous sommes imposés de jeter notre regard sur l'Afrique romaine et tout spécialement sur l'Afrique proconsulaire, encore appelée Africa, à l'époque alto-impériale, autrement dit de 27 AV. JC à 284 AP. JC pourquoi l'Afrique proconsulaire et pourquoi ces dates ? Le choix de cet univers social et de ces dates n'est pas fortuit. Il est à la fois sentimental et scientifique. Sentimental parce que sous-tendu par notre volonté, non seulement de rester ancré dans notre société originelle, l'Afrique, société à laquelle nous devons d'exister et à laquelle nous restons attachés parce que nous ayant enfanté et nous ayant abreuvés de sa sève nourricière, de sa culture et de ses os. Sentimentale également car répondant à notre désir de donner écho, d'une certaine manière, à la réflexion qu'initia notre mentor, au sens de magistère, celui que certains étudiants du département d'histoire de Université Omar Bongo, UOB de Libreville, dans les années 1982 à 1983, au plus fort de leur chahut, appelé Lazarius Digombus et que le journal satirique La Griffe des années 1990 affubla du pseudonyme de Ladigo, autrement dit Lazare Digombe qui en 1980 avait soutenu à Strasbourg, France, une thèse de doctorat de 3e cycle sur « Les élites municipales des Afrique proconsulaire sous le Haut-Empire, 27 AV. JC-284 AP. JC. Près de 6 ans après le travail de la même veine, une thèse de doctorat de 3e cycle, qu'avait réalisé M. Maboubi en 1974 à Aix-en-Provence, France, et qui avait porté sur les élites municipales en Numidie du 2e au 4e siècle. Dans ce sens,
la réflexion que nous engageons se veut être un hommage à un maître rigoureux, pétri de science et de sagesse et qui, hissé en 1981, par les plus hautes autorités du pays au rang de doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, FLSH, en remplacement de monsieur le professeur Martin Alianga, avant d'occuper d'autres fonctions, plus prestigieuses encore, secrétaire général de l'Université Omar Bongo, secrétaire d'État à Habitat, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Droits de l'Homme, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, premier vice-président de l'Assemblée nationale, aura fortement contribué à la construction de Université gabonaise, au point de la jeter véritablement sur ses fonds baptismaux, mais aussi qui nous aura fortement abreuvé de ses savoirs, de son expertise et de son savoir-faire, et qui méritait que les travaux entrepris dans un domaine aride, qui avait nécessité des séjours réguliers et laborieux en terre nord-africaine, y compris dans les zones désertiques et semi-désertiques, ne tombassent point dans l'oubli. Enfin, ce choix s'impose par le caractère nodal de ces deux interrogations qui nous taraudent depuis des années et auxquelles nous tenions à trouver des éléments de réponse. Comment comprendre qu'en Afrique romaine et plus spécialement en Afrique proconsulaire, dans l'Antiquité, des hommes, des femmes, des affranchis, des citoyens romains mais aussi des puniques non encore romanisés se soient toujours laissés aller, alors qu'ils avaient accumulé une fortune colossale ou semi-colossale, à gratifier leurs concitoyens de dons de toutes sortes, comme une sorte de rituel, plutôt que d'en faire étalage et de thésauriseurs? Et quel fut leur niveau de contribution au changement de la physionomie de leur territoire, et partant au développement de leur terroir et même de leur continent? Est-ce par solidarité? Est-ce plutôt par contrainte? Est-ce parce qu'ayant réussi leur vie, ils n'avaient pas d'autre choix moral et éthique que de donner aussi à ceux qui avaient accumulé moins de ressources qu'eux et donc qui n'avaient pas pu emprunter le même ascenseur social qu'eux? Est-ce parce qu'au nom de l'équilibre social, les plus fortunés se devaient d'aider les plus désœuvrés, les moins fortunés, les moins aisés, au risque de laisser s'écrouler tout l'édifice sur lequel s'était bâtie la société? Cette situation, faite de dons permanents du riche à l'égard du pauvre, l'éminent socio-historien Paul Venn l'avait abordée en son temps pour ce qui est de la société romaine antique, et lui avait trouvé une identité forgée à partir du vocabulaire grec, l'évergétisme. Il en avait cherché la substance, et l'avait trouvée en mettant au point un néologisme. Il en avait ainsi fait une base de rédaction d'un ouvrage aussi bien volumineux que savant, bien construit et parfaitement articulé, en mêlant l'histoire à la sociologie, le pain et le cirque, deux termes qu'il prit comme référents dans la littérature latine Panem et Circenses, et que Juvénal au 1er siècle. A.P. J.C. avait utilisé pour caractériser les Romains de son époque et surtout faire ressortir l'oisiveté de ses compatriotes et leur propension à être entretenus, aux frais de la princesse, mais aussi à jouer, à se divertir à longueur de journée. À sa suite, Lazare d'Igombe voulut en étudier l'application, en utilisant comme cadre laboratoire en quelque sorte, l'Afrique proconsulaire. Sur la base de l'épigraphie et de la littérature latine, il répertoria ainsi plus de 500 inscriptions qui renvoyaient à cet évergétisme posé par les uns et les autres de ces Africains. Un vrai travail de fourmi. Une œuvre d'orfèvre. Mais un travail dont l'on ne saurait se satisfaire car laissant en suspens une question centrale. Et si de 500 l'on devait réduire ce nombre et le porter à 100 par exemple? S'il s'avère en effet inscrutable que ces personnes répertoriées furent riches et firent montre de générosité envers leurs semblables, ne peut-on pas en établir une classification qui peut avoir pour effet de réduire ces évergètes, en ayant pour base de classification le niveau de leurs actes? Parvenir à 100 dignitaires riches qui firent montre de générosité, et dont l'action peut être considérée comme plus marquante que les autres pour la société africaine proconsulaire, voilà donc notre objectif. Un travail préliminaire approfondi a été accompli. Mais l'histoire, n'est-elle pas un chantier où rien ne s'achève? Cette étude portera donc sur un peu plus de 3 siècles, un peu plus de 300 ans, 27 AV. JC-284 AP. JC 27 AV. JC a été retenu en tant que borne majeure, pour 2 raisons principales. Cette date marque le début du Haut Empire romain, cette période qui succède immédiatement à la République, la Respublica. C'est donc une nouvelle ère pour Rome devenue depuis des siècles la ville lumière, la capitale du monde, le Verbe, du fait de sa présence maîtresse sur les 3 parties constitutives du globe terrestre, l'Europe, l'Afrique et l'Asie.
Dans cet univers régna désormais, en maître absolu, un personnage central, Octave Auguste. Fort de cette position et donc de ce rang, il prit en direction de l'Afrique du Nord et de toutes les autres dépendances romaines une initiative d'importance. L'attribution de ce territoire réduit au rang de province, provincia, au Sénat, au lendemain du partage de l'Empire entre lui, le princeps et cette institution, une action qui mérite d'être inscrite dans son contexte. C'est qu'Octave Auguste, en effet, s'était imposé à tout prix d'instaurer la paix, la Pax Romana, dont l'effet devait être de placer l'épée dans le fourreau, et de créer entre toutes les populations un climat de sérénité. Choisi par les dieux comme l'homme de la situation, l'homme providentiel, il mit ainsi un terme final aux guerres civiles qui avaient ensanglanté la cité et stabilisa les institutions, montrant ainsi qu'il était le maître du monde, qu'il tenait le gouvernail de Rome, la barre de l'Verbe sur des bases saines et solides. Ne s'était-il pas imposé à ses adversaires à l'issue de la bataille victorieuse d'Actium, qui avait permis à Rome de placer l'Égypte sous son orbite, mais aussi qui avait donné lieu à l'élimination de l'un de ses rivaux les plus ardents, Marc-Antoine? Des événements majeurs qui étaient survenus entre 31 et 30 AV. JC ayant pu imposer sa personnalité, il ne pouvait s'arrêter en si bon chemin. Il lui fallait aller au-delà, faire de Rome le centre de gravité du monde habité de l'époque, le nombril de l'oïkouménée, l'orbis terrarum, en la poussant dans les limites les plus lointaines, quitte à les rendre sacrées et inviolables. Mais aussi, réorganiser administrativement les dépendances de Rome. C'est dans ce cadre qu'il remit la République à la disposition du Sénat et du peuple, comme il tint à le préciser lui-même dans son œuvre Testament, les RGDA, Res Gestae Divi Augusti. Sur cette base, l'Imperium Romanum fut scindé en deux catégories principales, l'une constituée de provinces dites sénatoriales, et l'autre formant les provinces dites impériales. Les provinces impériales furent placées sous l'autorité de l'empereur. S'y trouvèrent incluses les provinces mal pacifiées intérieurement ou menacées de l'extérieur. Pour assurer leur sécurité, la présence d'une garnison complétée d'un corps de troupes s'avéra nécessaire, tout comme resta indispensable, à la tête de ces provinces, l'autorité d'un gouverneur, un ancien magistrat personnellement choisi par l'empereur qui portait un titre spécifique, Legat d'Auguste pro praetor, Legatus Augusti pro praetore. Quant aux provinces sénatoriales, elles furent dites sans armes, inermes. Parce que considérées comme pacifiées, sûres, certaines, Octave Auguste les plaça sous la responsabilité du Sénat. Elles ne disposaient nullement de garnison, c'est-à-dire de militaires en faction. Elles étaient dirigées par un gouverneur, encore appelé proconsul, pris parmi les anciens prêteurs, les prétoriens, ou les anciens consuls, les consulaires. L'Afrique se trouva donc placée dans cette catégorie. L'année 284, pour sa part, a été retenue, en lieu et place de 235 qu'utilisent de nombreux historiens pour marquer la fin du Haut Empire, car elle sert de point de départ à une orientation majeure de la société au plan administratif et politique, initiée par l'empereur de l'époque, Dioclétien. En effet, au lendemain de toute une série de crises, de bouleversements politiques, qui avaient secoué Rome, cet empereur parvint à rétablir l'ordre, à ramener la paix, et à inscrire la société dans une logique de prospérité. Dans cette optique, il prit une mesure inédite, celle que les historiens appelèrent la tétrarchie. Cette mesure consista en une nouvelle subdivision de Rome et du monde romain, et par la gestion de cet espace désormais par 4 empereurs, 2 pour l'Occident et 2 pour l'Orient. Celle-là eut pour capitale Constantinople avec le grec comme langue franche, tandis que celle-ci eut pour centre de gravité Rome, avec le latin comme langue majeure. Dans ce nouveau processus organisationnel, l'Afrique romaine ne fut pas en marge. Car de 4 provinces elle passa à 7, l'ensemble portant désormais le nom de diocèse, diocésis. Proconsulaire ou Zeugitane, capitale Carthage, Bycène, capitale Hadromète, Tripolitaine, capitale Tripolis, Numidie militaire, Numidie syrtéenne, capitale Syrta, Maurétanie césarienne, capitale Césarea, Maurétanie sitifienne, capitale Sitifie. Sur une telle base, l'Afrique proconsulaire mérite de faire l'objet d'une étude spécifique. Et ce d'autant plus que du point de vue de Claude Lepelley, elle est partie intégrante d'un ensemble qui se présente comme un territoire vaste représentant 2600 km de la frontière est avec la Cyrénaïque jusqu'à sa limite ouest, par sa frontière sud, se rapprochant ou s'éloignant de la mer d'une province à l'autre, et passant à 15 km environ au sud de la Tripolitaine,
à 120 km au sud des Mauritanies et à plus de 300 km du littoral au sud de la Numidie. C'est donc un ensemble territorial baigné par la mer Méditerranée, ce qui lui permit de bénéficier d'un climat tempéré mais également de plaines fertiles qu'entrecoupées de petites forêts de conifères, même si, au sud de la Tripolitaine et en bordure de la frontière avec le Sahara, sévissait un climat semi-désertique avec une végétation de steppe. Ainsi présentée, l'Afrique proconsulaire doit être perçue comme une entité territoriale faisant partie intégrante de l'Afrique du Nord et plus largement de l'Afrique. C'est l'Afrique nord-saharienne, encore appelée Afrique septentrionale ou Maghreb. Avant de passer sous la domination romaine et plus tard byzantine, elle fut sous l'autorité des Phéniciens, ancêtres des Libanais actuels, puis celle des Grecs. Les Romains s'y implantèrent à la suite de très longues guerres, les guerres puniques, qui furent connues aussi sous le nom de guerre de 100 ans de l'Antiquité, et dont le point d'orgue fut la troisième d'entre elles déclenchée en 149 av. J.C., à la suite de l'injonction sans appel de Caton l'Ancien, encore appelé Cato Maior, qui mandatait à Carthage à la tête d'une commission chargée d'évaluer le degré de nuisance de ce territoire, et donc le risque qu'elle présentait de se reconstruire après sa défaite au lendemain de la bataille de Zama, 202 av. J.C., et partant de combattre Rome eut cette formule assassine qui finit par s'imposer à tous: il faut détruire Carthage, Delenda et Carthago. Scipion Émilien, à la tête de légions surentraînées et lourdement armées, fut désigné pour exécuter la tâche. Un membre de sa famille, un de ses illustres ascendants Scipion l'Africain, Publius Cornelius Scipio Africanus Maior, s'était déjà engagé avec hargne dans le passé, au point de vaincre Hannibal, ce redoutable combattant borgne, ce fils hargneux d'Hamilcar Barca, et d'intégrer à sa nomenclature nominale le cognomen ex virtute d'Africanus, africain, autrement dit vainqueur de l'Afrique. Il s'exécuta alors avec le zèle habituel des hommes de sa trempe, et conduisit sa mission jusqu'à son terme sans pitié, tel que savait l'être un soldat, un Miles, un légionnaire. Féroce, Férox, tel son inspirateur Mars, le dieu de la guerre, parce que avide de succès, mais aussi de butin et de dépouilles. Après une semaine de combats acharnés, il prit la ville de Carthage, rue par rue, maison après maison, détruisant tout sur son passage. De ce fait, il rasa la ville, et l'anathémissa, avant d'y répandre le sel, pour que rien ne poussât. Carthage devint alors une province romaine, Provincia Romana, l'excroissance de Rome, son arrière-cour. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.